Ma famille est partie au mariage de ma sœur sans moi. La nuit, mes parents, en difficulté avec la gendarmerie, m'ont supplié. J'ai compris qu'ils me considéraient toujours comme leur filet de sécurité. Je m'appelle Delphine Leroux. J'ai 24 ans. Et c'est la nuit où le mariage de luxe de ma sœur dans un château de la Loire a tourné au désastre que mon téléphone a failli tomber de mon comptoir de cuisine, à 1h17 du matin. J'étais seul dans mon petit appartement à Lyon, encore réveillé, faisant toujours semblant de ne pas être touché par le fait que toute ma famille était partie sans moi. Ma sœur vivait son conte de fées parfait, épousant le riche fondateur d'une entreprise technologique dans la vallée de la Loire, publiant des photos impeccables devant des murs en pierre et à la lueur des bougies, pendant que j'étais resté chez moi, fixant mon ordinateur portable en me disant que je m'en fichais. La vérité, c'est que j'avais aidé à organiser ce mariage bien plus que quiconque ne voudrait jamais l'admettre. J'avais géré les emails avec les prestataires, mis à jour les plannings, réglé les problèmes de décoration de dernière minute et gardé une trace des détails auxquels personne d'autre ne voulait toucher. Mais quand il a fallu partir, soudainement, je ne correspondais plus à l'image qu'il voulait renvoyer. C'était le genre de famille dans laquelle j'avais grandi. Quand les appels ont commencé à s'enchaîner les uns après les autres, j'ai su que ce n'était pas par culpabilité. C'était pour limiter les dégâts. J'ai décroché à la 7e tentative et j'ai immédiatement entendu la panique. Ma mère pleurait, mon père parlait en même temps qu'elle, et en fond sonore, je pouvais entendre des voix que je ne reconnaissais pas, ainsi que le son creux d'une grande pièce où régnait un chaos indescriptible. Puis, mon père a craché les mots qui ont tout changé. Il y avait eu un accident au château. Une voiture de location de collection avait percuté une fontaine historique sur le domaine. La gendarmerie était impliquée. Les dégâts étaient importants. Et avant même que je puisse assimiler cela, il m'a annoncé la partie qui m'a glacé le sang. Les documents de location étaient à mon nom, avec mon autorisation, ma signature, ma responsabilité. Je n'avais même pas été invité au mariage, mais d'une manière ou d'une autre, on me préparait déjà à nettoyer le désastre. J'ai donc demandé à parler directement aux gendarmes. Et au moment où il a commencé à lire les détails du contrat à voix haute, j'ai su exactement ce que ma famille avait fait. Avant d'aller plus loin, dites-moi d'où vous écoutez cette histoire et quel temps il fait chez vous en ce moment. Je n'ai pas répondu à mon père tout de suite. Je suis resté planté là, au milieu de ma cuisine, le téléphone collé à l'oreille, fixant la fenêtre sombre au-dessus de mon évier comme si elle allait soudainement m'expliquer comment j'étais devenu légalement responsable d'un mariage auquel je n'avais même pas le droit d'assister. Le gendarme au bout du fil était poli, prudent et essayait clairement de comprendre pourquoi la femme dont le nom figurait sur les documents de location lui parlait depuis Lyon au lieu de se trouver au poste avec le reste de sa famille. Il a lu le numéro de contrat, la description du véhicule, l'heure de récupération, puis il a répété le nom sur l'autorisation. Le mien. Je lui ai demandé de répéter l'adresse email liée à la réservation. Lorsqu'il l'a fait, j'ai senti quelque chose se figer en moi, froidement et fermement. C'était un vieux compte familial que j'avais utilisé autrefois pour organiser des plans de voyage et des plannings de prestataires, à l'époque où j'étais encore assez stupide pour croire que les aider les pousserait à me traiter comme un membre de la famille à part entière. Mon père m'a coupé avant que je ne puisse dire un mot de plus. Il a dit aux gendarmes qu'il y avait eu un malentendu, puis a adopté cette voix dure et contrôlée qu'il n'utilisait que lorsqu'il voulait que je file doux. Il a dit que je devais arrêter de rendre les choses difficiles, prendre un billet de train, les rejoindre, et signer ce qui devait être signé pour que l'affaire soit réglée discrètement. C'est à ce moment-là que j'ai finalement compris de quoi il retournait. Il ne m'appelait pas parce qu'il m'aimait. Il m'appelait parce que quelque chose avait mal tourné. Et comme toujours, ils avaient besoin de la personne la plus facile à sacrifier pour absorber les dégâts. Ce n'était même pas nouveau. 2 ans plus tôt, mon père m'avait poussé à signer des documents temporaires liés à l'un de ses projets immobiliers car, selon lui, mon dossier bancaire était plus sain et ce ne serait que pour une semaine. Quand les chiffres ont cessé de correspondre lors d'un audit, il a agi comme si j'avais tout mal compris. Ma mère a pleuré et dit que je faisais des drames. Ma sœur a levé les yeux au ciel et a dit que je devrais être reconnaissante qu'on me confie des responsabilités importantes. C'est ainsi que cela fonctionnait toujours dans ma famille. Elle recevait la lumière des projecteurs, les éloges, et le droit de faire des erreurs coûteuses que personne n'avait le droit d'appeler des erreurs. Moi, je recevais les tableaux Excel, les pots cassés à recoller, la pression et les reproches. Même ce mariage avait suivi le même schéma. J'avais créé les plans de table, corrigé les problèmes de faire-part, mis à jour les planches de tendance,
gérer les révisions avec les prestataires et veiller tard pour répondre aux emails que personne d'autre ne voulait lire. Mais lorsque la liste finale des invités a été verrouillée, on m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour des tensions inutiles, ce qui était une très belle façon de dire qu'il voulait mon travail, mais pas mon visage sur les photos. Alors, quand mon père a dit « Delphine, ne recommence pas avec ça. Aide juste ta sœur ». Quelque chose en moi s'est finalement brisé, mais dans le bon sens. Je lui ai dit que je ne prendrais aucun transport pour les rejoindre. Ma mère a poussé un cri étouffé comme si je l'avais insulté à l'église. Mon père a baissé la voix et a dit que si je refusais d'aider, je détruirais l'avenir de ma sœur, j'humilierais la famille et je les forcerais à prendre des décisions concernant mon soutien financier que je pourrais regretter. Cette menace aurait fonctionné sur moi autrefois, peut-être même quelques mois plus tôt, mais pas cette nuit-là. Pas après avoir entendu un gendarme français lire ma responsabilité falsifiée comme si elle m'avait attendu là depuis le début. J'ai mis fin à l'appel, bloqué l'ancienne carte partagée à laquelle ils avaient encore accès, changé tous les mots de passe liés aux comptes familiaux que je contrôlais, et me suis rassise devant mon ordinateur portable. S'ils voulaient utiliser mon nom pour m'enterrer, la moindre des choses était de découvrir depuis combien de temps ils prévoyaient leur coup. La première chose que j'ai ouverte fut le dossier partagé du mariage, celui-là même que j'avais construit de A à Z parce que personne d'autre dans ma famille ne pouvait garder un dossier organisé pendant plus de 10 minutes. Tout était encore là, soigneusement divisé en contrats, logistique des invités, maquette de décoration, horaire de déplacement, correspondance avec les prestataires, contact d'urgence et confirmation de paiement. Regarder cela m'a donné la nausée, car chaque petit dossier bien rangé était la preuve de la même vérité humiliante, ils m'avaient confié le travail, mais jamais leur amour. J'ai d'abord cliqué sur le dossier des transports. Il y avait 3 contrats pour les navettes des invités, un pour un transfert privé, et un fichier intitulé « Véhicule d'arrivée de la mariée ». C'était celui-là. J'ai ouvert le PDF et j'ai immédiatement vu mon nom, inscrit en lettres noires comme une tâche que je ne pouvais pas effacer. Delphine Leroux, autorisée par le représentant du client. J'aurais dû paniquer. J'aurais dû pleurer. Au lieu de cela, je suis devenu très calme, car la signature qui y était apposée n'était même pas une falsification récente. C'était une ancienne version numérisée de ma signature, que j'avais utilisée des mois plus tôt sur une décharge pour un tout autre prestataire. Ils n'avaient pas seulement falsifié mon nom dans l'urgence après l'accident. Ils avaient sauvegardé ma signature et l'avaient gardée sous le coude. J'ai vérifié l'historique du document. Le fichier avait été mis à jour après que j'ai été retiré de l'itinéraire de voyage. Ensuite, j'ai vérifié le journal des activités. Ma mère avait ouvert le fichier 2 fois la semaine précédant le mariage. Ma sœur l'avait consulté la veille du dîner de répétition. Et puis, j'ai trouvé le fil de discussion par email. Au début, cela semblait normal, de simples échanges avec l'organisatrice de mariage et l'agence de location concernant les horaires, les rubans floraux sur la voiture de collection, et l'accès pour les photos aux grilles du château. Mais plus bas, enfoui dans les réponses, se trouvait la phrase qui m'a glacé les mains sur le clavier, « Utilisez les informations de Delphine pour les documents de responsabilité. Elle s'occupe de l'administratif pour la famille de toute façon. » Cela venait de ma mère. Aucune hésitation, aucune excuse, aucune inquiétude quant au fait que je n'étais même pas sur place. Juste une petite phrase fluide, comme si elle changeait un contact de facturation au lieu de me désigner comme le bouc émissaire d'un désastre. J'ai continué à faire défiler. Puis j'ai trouvé un autre message, que ma sœur avait envoyé depuis son téléphone à l'organisatrice après minuit, « Si ça devient compliqué, c'est plus facile si Delphine y est rattachée. Elle n'est pas là. » Pour une seconde, je n'arrivais plus à respirer. J'ai juste fixé l'écran, relisant encore et encore, car c'était là, écrit noir sur blanc. Pas des soupçons, pas de la paranoïa, ce n'était pas moi qui faisais des drames comme il le disait toujours. C'était une preuve. Une preuve froide et désinvolte qu'ils avaient parlé de moi comme d'un outil, d'un bouclier, d'un nom à utiliser quand quelque chose de cher nécessitait qu'une personne sacrifiable y soit liée. Et le pire, c'était à quel point ils semblaient trouver cela normal. Comme s'ils ne franchissaient pas une ligne rouge, comme si c'était juste de la bonne planification. Puis, je me suis souvenu d'une chose à laquelle je n'avais pas pensé depuis des semaines. Un mois avant le mariage, il y avait eu un appel familial sur Zoom concernant la logistique finale. Ma sœur voulait contrôler chaque détail visible. Ma mère n'arrêtait pas de couper la parole à tout le monde, et mon père était irrité parce que les assurances complémentaires pour certains prestataires coûtaient plus cher que prévu.
J'avais été tellement mal à l'aise pendant cet appel que j'avais activé l'enregistrement automatique et sauvegardé le fichier dans mon dossier de sauvegarde personnelle. Je l'ai retrouvé en moins d'1 minute. Mon pouls battait la chamade maintenant. J'ai cliqué sur lecture et j'ai écouté le genre de conversation que les gens n'ont que lorsqu'ils sont absolument certains que la personne qu'ils trahissent ne se défendra jamais. Mon père disait qu'ils avaient besoin d'un contact administratif propre lié aux contrats les plus risqués. Ma mère disait que mon nom était le plus logique parce que je gérais déjà toute la logistique en coulisses. Puis ma sœur a vraiment ri, et a dit « Delphine est utile quand il faut que les papiers retombent sur quelqu'un ». J'ai fermé les yeux en entendant cela. Non pas parce que j'étais choqué, mais parce qu'une partie de moi avait attendu toute sa vie de les entendre le dire à voix haute. J'ai exporté l'enregistrement, téléchargé tous les fiches de mai, fait des captures d'écran de l'historique des modifications, copié les métadonnées du PDF et tout importé dans un nouveau dossier cloud privé, sous un nom qu'aucun d'eux ne pourrait jamais deviner. Quand j'ai eu terminé, le tremblement de mes mains avait disparu. Il pensait toujours que j'étais la fille discrète, la fille facile, celle qui allait se figer, pleurer et faire ce qu'on lui disait. Mais maintenant, j'avais quelque chose de plus fort que la colère. J'avais des preuves. Et pour la première fois de ma vie, les preuves allaient compter davantage que n'importe quelle histoire qu'il voudrait raconter à mon sujet. Mon téléphone s'est remis à sonner avant même que je n'ai fini de classer les fichiers. Cette fois, ce n'était pas un appel après l'autre. C'était un véritable assaut. Ma mère en appel vidéo, mon père en audio, ma sœur envoyant des messages si vite qu'ils s'empilaient les uns sur les autres avant que je ne puisse tous les lire. Réponds maintenant. Décroche. Arrête d'être égoïste. As-tu la moindre idée de ce que tu nous fais? Je les ai laissés s'épuiser dans cette panique pendant presque 1 minute entière avant de répondre à l'appel vidéo. L'image est devenue nette sous une lumière fluorescente crue. Ma mère avait l'air dévastée. Le mascara coulait, les lèvres tremblantes, une main plaquée sur sa poitrine comme si elle passait une audition pour s'attirer la pitié. Mon père avait l'air furieux, de cette manière dangereusement silencieuse qu'il adoptait lorsqu'il réalisait que le contrôle lui échappait. Ma sœur était également dans le cadre, portant encore une partie de son maquillage de mariée, ses cheveux à moitié défaits autour de son visage. Et même à ce moment-là, alors que tout s'effondrait autour d'elle, elle a réussi, d'une manière ou d'une autre, à avoir l'air offensée plutôt que honteuse. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne ne s'est excusé. Mon père est allé droit au but. Il a dit que je devais arrêter de réagir de manière excessive et écouter attentivement. La direction du château voulait une clarification officielle sur les biens endommagés. L'agence de location voulait que la partie contractante soit présente. Et si j'arrivais immédiatement, il pourrait encore étouffer l'affaire avant que l'équipe d'avocats du marié ne commence à creuser. Ma mère est intervenue, pleurant encore plus fort, disant que c'était un malentendu, que les familles s'entraident, que j'étais cruel de rendre les choses pires alors qu'une seule signature et une seule déclaration pourraient tout apaiser. Puis, ma sœur s'est penchée vers la caméra et a dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas. Elle m'a dit que j'avais toujours été la fille pratique, celle qui réparait les choses, et que je devais faire ce que je faisais toujours, pour une fois sans en faire un drame. C'est à ce moment-là que toute dernière trace de culpabilité est morte. Je lui ai demandé si elle se rendait compte à quel point elle paraissait folle. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que je faisais encore ma jalouse, que je ne supportais pas l'idée qu'une journée ne tourne pas autour de moi, et que si je détruisais son mariage pour une histoire de paperasse, tout le monde verrait enfin mon vrai visage. Cette phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Même maintenant, avec des documents falsifiés circulant dans une gendarmerie en France, elle croyait toujours que le plus grand crime était mon refus de protéger son image. Mon père est réintervenu et a baissé la voix, ce qui était toujours pire que de crier. Il a dit que si je ne prenais pas la route immédiatement, je pouvais faire une croix sur la fin du paiement de mes études, sur toute aide pour mon loyer, sur tout accès aux comptes familiaux, et sur toute recommandation au réseau qu'ils auraient pu m'offrir après l'obtention de mon diplôme. Ma mère a ajouté que je serais également responsable de l'humiliation de la famille devant Guillaume, ses investisseurs, et tous les gens liés au mariage. Il me jetait tout à la figure maintenant. La peur, la culpabilité, l'argent, la honte, le sens du devoir. Les 4 mêmes armes polies par des années d'utilisation. Seulement cette fois, je ne me tenais pas devant eux. J'étais dans mon appartement, avec mon propre Wi-Fi, mon propre ordinateur portable, et un dossier privé rempli de preuves dont ils ignoraient l'existence. Je les ai laissés parler jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de souffle. Puis, je leur ai dit que je n'irais nulle part.
Ma mère s'est mise à pleurer encore plus fort. Ma sœur a lâché que j'étais incroyable. Mon père a dit très lentement, « Ne m'oblige pas à regretter tout ce que nous avons fait pour toi. » J'ai failli rire en entendant cela. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi avait toujours été accompagné d'une facture cachée. Avant qu'ils ne puissent ajouter un mot, j'ai raccroché. Pendant quelques secondes, l'appartement est devenu complètement silencieux. Et dans ce silence, j'ai fait la chose qui a changé toute la direction de la nuit. J'ai appelé Édouard Perrin. Il était le notaire de ma grand-mère depuis des années et gérait désormais le fonds fiduciaire qu'elle avait laissé derrière elle. Il était l'une des seules personnes à m'avoir jamais regardé comme si je n'étais pas invisible dans cette famille. Quand il a répondu, je me suis excusé pour l'heure tardive et je lui ai dit que j'avais besoin de 10 minutes, peut-être moins, pour lui expliquer quelque chose d'affreux. Je m'attendais à de la surprise. Ce que j'ai obtenu à la place, c'est un long silence mesuré, suivi d'une voix calme me demandant de commencer par le début et de ne rien omettre. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé de l'accident, des documents de location falsifiés, de la gendarmerie, de la pression pour que j'aille sur place afin de tout nettoyer, du fil de mai, de l'historique du document, de l'enregistrement Zoom, de tout. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu terminé, il m'a demandé de tout envoyer immédiatement à son adresse sécurisée et de ne plus répondre à ma famille jusqu'à ce qu'il ait tout examiné. Puis il a prononcé une phrase qui m'a fait me redresser sur ma chaise, « Ce n'est plus un drame familial, Delphine. Si ce que vous avez trouvé est authentique, c'est de la fraude, de l'usurpation d'identité, et une tentative délibérée d'exposer un bénéficiaire du fonds fiduciaire à des poursuites. » Entendre quelqu'un dire les choses aussi clairement m'a fait l'effet d'un seau d'eau froide jeté au visage. Pendant des années, ma famille avait survécu en transformant chaque violation en un malentendu privé. Chaque mensonge devenait un défaut de communication. Chaque acte de manipulation devenait une affaire de famille. Mais Édouard n'a rien embelli. Il a mis un nom dessus. Et une fois que cela portait un nom, il devenait plus difficile pour eux de s'y cacher. Je lui ai transféré les fichiers un par un, puis j'ai envoyé le lien du dossier de sauvegarde, les captures d'écran, et enfin la transcription audio que j'avais déjà commencé à compiler. Il a confirmé la réception en quelques minutes. Après cela, il m'a dit de ne rien supprimer, de ne rien modifier, et de ne pas me laisser entraîner dans un autre appel émotionnel. Il allait contacter les avocats liés à la fiducie, et si nécessaire, se coordonner avec les personnes compétentes chargées de la question de responsabilité civile au château. Quand la ligne a coupé, j'ai fixé ma boîte de réception pendant un long moment, respirant plus lentement que je ne l'avais fait de toute la nuit. Ma famille pensait que je paniquais. Ils pensaient que j'étais acculé. Ils pensaient qu'il suffisait d'un billet de train pour que je reprenne le rôle qu'ils avaient écrit pour moi il y a des années. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je venais de remettre leur secret à quelqu'un qui savait exactement quoi en faire. J'ai à peine dormi cette nuit-là, mais au matin, j'étais plus lucide que je ne l'avais été depuis des années. La peur fait quelque chose d'étrange lorsqu'elle finit par se consumer entièrement. De l'autre côté, il ne reste plus de panique, juste de la clarté. Édouard m'a envoyé un email avant le lever du soleil avec un court message m'informant qu'il avait examiné suffisamment d'éléments pour confirmer que les fichiers étaient sérieux, cohérents. Et plus que suffisant pour empêcher quiconque de me faire porter le chapeau si j'agissais rapidement et prudemment. Il m'a dit de ne pas penser avec mes émotions, de ne pas argumenter, de ne pas menacer, et de ne pas prévenir ma famille de ce que j'allais faire. Il a dit que les gens comme eux ne savaient opérer que dans l'ombre. Et le moyen le plus rapide de briser cet avantage était de traîner les faits là où les apparences n'avaient plus d'importance. Alors ce matin-là, portant toujours le même sweatshirt dans lequel j'avais dormi, j'ai ouvert un brouillon de mail et j'ai commencé à rédiger le message qui allait tout changer. Je l'ai envoyé au contact juridique du château, à l'agence de location s'occupant de la voiture de collection, à l'organisatrice de mariage, et aux gendarmes dont j'avais noté le nom pendant l'appel. Édouard était en copie de chaque ligne. J'ai gardé un ton calme, net et brutalement précis. J'ai déclaré que j'étais résidente française actuellement à Lyon, que je n'avais pas voyagé dans la vallée de la Loire, que je n'avais pas assisté à l'événement, que je n'avais pas signé l'autorisation finale de responsabilité liée au véhicule endommagé. Et qu'il y avait de fortes preuves que mon nom et ma signature antérieure avaient été réutilisés sans mon consentement. Ensuite, j'ai joint les preuves pièce par pièce. L'historique du document montrant les modifications apportées après mon retrait du voyage. Les métadonnées du PDF. L'email de ma mère donnant pour instruction à l'organisatrice d'utiliser mes informations.
Le message de ma sœur disant que c'était plus facile si j'y étais rattaché parce que je n'étais pas là. L'enregistrement de l'appel familial sur Zoom. J'ai inclus les horodatage, les noms des fichiers et une courte note expliquant que je conservais tous les originaux au cas où un examen officiel deviendrait nécessaire. J'ai relu le tout 2 fois, corrigé une phrase, et appuyé sur envoyer. Une fois l'email parti, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Ni du triomphe, ni du soulagement. Quelque chose de plus solide que les deux. C'était le sentiment de refuser enfin le rôle qu'il m'avait entraîné à jouer. Mon téléphone a explosé moins de 20 minutes plus tard. Ma mère a appelé la première, puis mon père, puis ma sœur. Ensuite, tous les trois ont commencé à m'envoyer des textos, comme s'ils venaient soudainement de se rappeler que j'étais une vraie personne avec un pouls et une valeur juridique. Qu'est-ce que tu as envoyé? Appelle-moi immédiatement. Supprime cet email. Tu ne fais qu'aggraver les choses. Mon père a laissé un message vocal si furieux qu'on aurait dit qu'il grinçait des dents en parlant. Il a dit que je n'avais aucune idée des conséquences que j'attirais, que les familles riches n'appréciaient pas les scandales, que les affaires de ce genre pouvaient très vite mal tourner, et que si je ne réparais pas les dégâts sur le champ, je le regretterais pour le reste de ma vie. Ma sœur a envoyé quelque chose d'encore plus laid. Elle a dit que je faisais ça parce que personne ne me regardait comme on la regardait elle, parce que je ne supportais pas de la voir heureuse, parce que je préférais réduire le mariage en cendres plutôt que d'accepter que j'étais la fille à problème que personne ne voulait avoir dans les parages. J'ai fixé ce message pendant un long moment avant de poser mon téléphone face contre table. Même à cet instant, même avec des preuves reposant dans plusieurs boîtes de réception, elle ne pouvait toujours pas imaginer un monde où le problème était ce qu'ils avaient fait, et non la façon dont j'avais réagi. Vers midi, la première réponse est arrivée de l'organisatrice de mariage. Son ton avait complètement changé par rapport à la chaleur professionnelle qu'elle avait utilisée au cours des mois précédant l'événement. Maintenant, elle semblait précise, nerveuse, et très alerte. Elle m'a remercié pour les documents et a déclaré qu'il semblait y avoir des divergences entre les premiers brouillons et le dossier d'autorisation finale soumis avant la cérémonie. 40 minutes plus tard, l'agence de location a répondu et confirmé que le téléchargement le plus récent lié au formulaire de responsabilité ne provenait d'aucun appareil connu précédemment associé à mes communications. Puis Édouard a appelé et m'a dit de m'asseoir avant qu'il ne continue. L'avocat du château avait examiné suffisamment d'éléments pour appuyer une enquête plus large sur la falsification de documents de responsabilité civile liés aux dommages causés à la propriété. La gendarmerie ne considérait plus cela comme un simple incident de mariage hors de contrôle. Il cherchait maintenant à savoir qui avait essayé de détourner le blâme après coup et pourquoi. Je me souviens avoir marché jusqu'à la fenêtre après cet appel et être resté là, la main sur le rebord, regardant un après-midi gris sur Lyon qui m'a soudainement semblé plus propre que tout le fantasme que ma famille était allée protéger. Ils avaient passé des années à me traiter comme la sortie de secours qu'ils pouvaient défoncer à coups de pied chaque fois que la fumée remplissait la pièce. Ce matin-là, pour la première fois, la porte est restée fermée. Mon téléphone a vibré à nouveau avec un message de ma mère, qui semblait moins furieux et plus effrayé que tout ce qu'elle avait envoyé auparavant. Delphine, s'il te plaît. Tu as prouvé ce que tu avais approuvé. Ne fais pas ça à ta sœur. J'ai tapé une phrase en réponse et je l'ai effacée. Puis j'en ai tapé une autre et je l'ai effacée aussi. Finalement, j'ai envoyé les seuls mots qui sonnaient vrais, vous avez décidé que j'étais votre plan de secours. J'ai décidé de ne pas l'être. Après cela, j'ai complètement cessé de répondre. Quelques heures plus tard, Édouard m'a transféré une convocation officielle pour une audition à distance visant à clarifier les responsabilités, la chaîne d'autorisation, et l'authenticité des documents soumis. Je serais autorisé à participer depuis Lyon. Il voulait que tout soit conservé et accessible. J'ai lu l'avis 2 fois, puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis resté parfaitement immobile au milieu de mon appartement, écoutant le silence. Ma famille avait passé ma vie entière à supposer que s'il poussait assez fort, je finirais par céder. Mais maintenant, la pression avait changé de camp. Cette fois, il ne gérait pas des larmes dans une cuisine ou de la culpabilité lors d'un appel tardif. Il faisait face à des dossiers, des chronologies, des métadonnées, et des personnes extérieures à la famille qui n'avaient aucune raison de les protéger. Et qu'ils s'en rendent compte ou non, leur filet de sécurité venait de se transformer en ce qui allait les couler. Au moment où l'audition à distance a commencé, la lumière du jour déclinait. Je m'étais changé, j'avais enfilé un pull propre, attaché mes cheveux en arrière et installé mon ordinateur portable sur la petite table près de la fenêtre, là où la lumière était la meilleure.
Je ne voulais pas avoir l'air dramatique. Je ne voulais pas avoir l'air blessé. Je voulais avoir l'air de la seule personne dans tout ce pétrin qui n'avait rien à cacher. Quand l'appel s'est connecté, l'écran s'est rempli case par case. D'abord le représentant légal du château, puis le directeur de l'agence de location, puis l'organisatrice de mariage qui avait l'air de ne pas avoir dormi, puis le gendarme à qui j'avais parlé la veille. Et enfin, un par un, ma famille. Ma mère avait l'air pâle et fragile, comme si elle allait se briser si quelqu'un utilisait le mauvais ton. Mon père avait cette posture raide et furieuse qu'il adoptait chaque fois qu'il sentait que l'autorité lui échappait des mains. Ma sœur avait l'air ruinée de la manière la plus coûteuse possible. Son maquillage avait été refait, mais pas assez bien pour cacher les dégâts. Ses cheveux étaient tirés en arrière de façon trop serrée. Ses yeux étaient gonflés. Et assis juste à côté, le dos droit et indéchiffrable, il y avait Guillaume. Il n'a rien dit quand je suis apparu à l'écran. Il m'a juste regardé pendant une longue seconde, comme s'il essayait de mesurer quelle part de ce qu'on lui avait raconté sur moi n'était qu'un mensonge. L'audition a commencé par des formalités, puis est passée rapidement à la question de la responsabilité civile. L'avocat du château a expliqué qu'une fontaine en pierre protégée sur le domaine avait été gravement endommagée par le véhicule des mariés lors d'une manœuvre non autorisée pour les photos de mariage. L'agence de location a confirmé que la voiture avait été conduite en dehors du parcours approuvé. Puis vint le contrat. L'autorisation finale de responsabilité a été partagée à l'écran. Mon nom apparaissait en gras en haut, suivi de la signature recyclée que je connaissais mieux que mon propre reflet. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis le gendarme m'a demandé calmement si je reconnaissais le document et si je l'avais personnellement signé. J'ai répondu non. J'ai dit que je n'étais pas allé dans la vallée de la Loire, que je n'avais jamais autorisé la version finale et que je n'avais jamais consenti à assumer la responsabilité légale de ce véhicule ou des dommages causés par celui-ci. Mon père est immédiatement intervenu, affirmant que j'avais toujours géré la logistique et que j'avais dû oublier ce que j'avais approuvé dans la précipitation. Ma mère s'est remise à pleurer, disant que toute la famille avait été sous pression et que cela prenait des proportions démesurées. Ma sœur a essayé un angle différent. Elle a dit que j'étais rancunière, que j'avais toujours eu du mal quand l'attention était portée sur quelqu'un d'autre, et que j'utilisais maintenant une confusion technique comme arme parce que je ne supportais pas que son mariage ait été beau et important. Elle était au milieu de ce discours lorsqu'Édouard, qui s'était connecté silencieusement de mon côté de l'appel, a demandé la permission de soumettre des documents de clarification. L'écran a changé. D'abord est apparu l'historique des modifications du drive. Les dates étaient surlignées. La version liée à mon nom avait été modifiée après mon retrait du programme de voyage. Puis sont apparues les métadonnées du PDF. Ensuite, l'email de ma mère ordonnant à l'organisatrice d'utiliser mes informations pour les documents de responsabilité parce que je gérais l'administratif de toute façon. Ma mère a littéralement cessé de respirer pendant une seconde quand celui-ci est apparu. Je l'ai vu. Tout son visage s'est figé. Mon père s'est penché en avant et a déclaré que le message était sorti de son contexte, mais personne dans l'appel ne semblait intéressé à l'aider à en trouver un meilleur. Puis on a demandé à l'organisatrice de mariage si j'avais été physiquement présente au château à un quelconque moment de la semaine du mariage. Elle a répondu non. Elle a confirmé que toutes les décisions en personne avaient été prises par ma famille. Elle a également confirmé que je n'avais pas participé à l'inspection finale des transports et que certaines substitutions de documents de dernière minute n'étaient pas passées par les canaux que j'utilisais habituellement. Le silence qui a suivi était si lourd qu'on aurait pu le toucher. Et puis l'enregistrement a été diffusé. Je l'avais déjà écouté, mais l'entendre devant tout le monde, c'était différent. La voix de mon père est passée en premier, brève et pragmatique, parlant de garder un contact administratif propre lié au contrat à haut risque. Ma mère a approuvé. Puis ma sœur a ri, d'un rire léger et insouciant, et a prononcé la phrase qui a fait basculer toute la salle, « Delphine est utile quand il faut que les papiers retombent sur quelqu'un ». Personne n'a bougé après cela. Pas pendant une bonne seconde, peut-être deux. Puis Guillaume a tourné lentement la tête vers ma sœur avec un regard qu'elle n'avait, je crois, jamais vu diriger vers elle auparavant. Ce n'était pas de la colère. C'était du dégoût. Un dégoût absolu, froid et définitif. Il a posé une seule question, et il l'a posée si doucement que tous les autres participants à l'appel se sont tus encore davantage pour essayer de l'entendre. Alors c'était ça, le plan. Si quelque chose tournait mal, vous alliez jeter votre propre fille sous les roues. Ma mère a essayé de répondre, mais tout ce qui est sorti,
C'est une version balbutiante de « nous essayons de gérer une crise ». Mon père s'est redressé sur sa chaise et a dit que cela devenait hostile et inutile. Ma sœur s'est mise à pleurer pour de bon cette fois. Pas ces pleurs contrôlés qu'elle utilisait quand elle voulait attirer la compassion, mais le genre de pleurs pitoyables qui surviennent quand la vanité se heurte à l'humiliation publique. Elle n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas comme ça, que tout le monde déformait les choses, que je l'avais toujours détesté, que c'était du sabotage. Personne dans l'appel ne semblait convaincu. Le représentant de l'agence de location a déclaré que si l'autorisation était falsifiée, l'exposition à la responsabilité civile avait été intentionnellement détournée. L'avocat du château a indiqué que l'affaire avait largement dépassé le stade du simple accident de mariage malheureux et impliquait désormais des documents potentiellement frauduleux liés à des dommages sur des biens protégés. Le gendarme a informé le groupe que des dépositions supplémentaires devraient être prises en personne auprès des parties présentes sur place et que certaines personnes devraient rester à disposition pour des interrogatoires de suivi immédiatement après la fin de l'audience. C'est à ce moment-là que mon père a perdu le peu de contrôle qu'il pensait encore avoir. Il a commencé à parler par-dessus tout le monde en même temps, m'accusant de détruire la famille, accusant Édouard d'outrepasser ses droits, accusant l'organisatrice d'incompétence, accusant toute la procédure de partialité. Cela aurait été effrayant si ce n'était pas si pathétique. Ma mère sanglotait ouvertement maintenant. Ma sœur a regardé Guillaume comme si elle croyait encore qu'il pourrait la secourir si elle pleurait assez fort. Il n'a pas bougé. Il n'a pas cherché à lui prendre la main. Il ne l'a pas défendu. Il s'est simplement levé, a retiré la boîte contenant l'alliance de la table devant lui, et a dit qu'il en avait terminé. Pas avec l'audition, avec tout ça. Puis il est sorti du cadre de la caméra. Ma sœur a poussé un cri que je n'avais jamais entendu sortir de la bouche d'un être humain, quelque chose entre un halètement et un hurlement, et s'est précipité après lui. Mais un gendarme s'est légèrement avancé dans le champ et a dit à tout le monde de rester assis jusqu'à la conclusion de la séance. C'était tout. C'était le moment exact où le conte de fées est mort. Non pas avec de la pierre brisée dans la cour d'un château, mais sur un écran sous des lumières fluorescentes, alors que la vérité passait en boucle avec leur propre voix. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas dit « je vous l'avais bien dit ». Je n'en avais pas besoin. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qui était acculée, dont on justifiait l'absence, ou qu'on sacrifiait pour protéger l'image de la famille. J'étais juste celle qui avait les dossiers. Et à la fin, les dossiers comptaient plus que les larmes, l'argent, le charme, ou n'importe quelle version de l'histoire qu'ils avaient toujours cru que le monde goberait. Quand l'audience s'est terminée, je pensais que je me sentirais satisfaite. Au lieu de cela, je me suis juste sentie apaisée. Pour la première fois de ma vie, le chaos de ma famille ne pesait plus sur ma poitrine. Ils avaient passé des années à me traiter d'égoïste chaque fois que je refusais de nettoyer leurs dégâts. Mais ce jour-là, j'ai enfin compris la vérité. Les gens qui dépendent de votre silence appelleront toujours votre honnêteté de la cruauté. Les retombées les ont frappés rapidement, car le château était une propriété historique protégée. Les dommages à la fontaine ont été pris au sérieux et les faux documents ont tout empiré. Ce qui aurait dû être un désastre financier privé s'est transformé en une enquête officielle pour fraude et usurpation d'identité. Mes parents et ma sœur ont été contraints de rester sur place pendant que les dépositions étaient recueillies et les dossiers examinés. Le mariage n'a jamais repris. Les invités sont rentrés chez eux avec leur propre version du scandale, et la famille qui se souciait plus que tout des apparences est devenue l'histoire que tout le monde chuchotait. Guillaume a rompu presque immédiatement. Ses avocats ont annulé les derniers paiements du mariage, coupé tous les arrangements privés avec ma famille, et ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient aucun avenir lié à eux. Ce départ froid et silencieux a détruit ma sœur bien plus que n'importe quelle dispute publique n'aurait pu le faire. En l'espace de quelques jours, ses fiançailles étaient terminées. Ses contrats avec des marques de luxe ont commencé à disparaître, et l'image soigneusement lisse qu'elle s'était construite en ligne s'est effondrée. Elle avait passé des années à vivre de la beauté, de l'attention et de ses privilèges. Maintenant, elle était la femme dont le mariage de rêve s'était terminé en scandale juridique après qu'elle ait essayé de piéger sa propre sœur. Les pertes de mon père ont été encore plus profondes. Une fois qu'Édouard a documenté la falsification et la tentative de me faire porter la responsabilité légale, les gens de notre entourage ont commencé à le regarder de beaucoup plus près. Un projet de développement majeur a été suspendu, ses partenaires commerciaux ont pris leur distance et les créanciers ont commencé à poser des questions. La réputation qu'il avait mis des années à bâtir a commencé à se fissurer d'un seul coup.
Ma mère a perdu le statut social auquel elle tenait tant. Son rôle au sein du conseil d'administration a été suspendu. Les invitations se sont taries et l'image parfaite qu'elle avait gardée pendant des années a été remplacée par une vérité bien plus laide, elle avait aidé à sacrifier une de ses filles pour en protéger une autre. Puis vint le coup qui a fait le plus mal. Le fonds fiduciaire de ma grand-mère comportait une clause stipulant que tout administrateur agissant de mauvaise foi à l'encontre d'un bénéficiaire pouvait être révoqué. Édouard l'a utilisé. Les documents falsifiés, la machination et la campagne de pression ont suffi à déclencher une révision complète. Mes parents ont été dépouillés de leur contrôle sur la fiducie, et la part qui m'était destinée a été placée en sécurité hors de leur portée. Pour la première fois, ils ne pouvaient plus utiliser l'argent comme une laisse. Un mois plus tard, j'ai réservé un billet d'avion pour Florence, toute seule. Pas pour secourir qui que ce soit, pas pour prendre le blâme, juste pour vivre. Et c'était ça la véritable victoire. La leçon que j'ai tirée de tout cela était simple, un amour qui vous demande de disparaître pour que quelqu'un d'autre puisse briller n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé en esprit de famille. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire, c'est de dire non et de vous choisir enfin vous-même.